avec un S à sport. Bonsoir à tous et bienvenue pour une nouvelle émission d'Avec un S à Sport. Et ce soir, on a l'immense plaisir de recevoir Sophie Carlawezzo, championne du monde de triathlon. Salut Sophie, comment vas-tu ? Bonsoir, je vais très très bien. Merci de me recevoir ici, ça me fait vraiment plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et ce soir, nous avons un chroniqueur, mais c'est notre chroniqueur fidèle de référence, Maxime Sécalo. Salut Maxime, comment vas-tu ? Salut Fabrice, bonjour à toutes et tous. Écoute, ravi de revenir après cette petite semaine de Pâques et de congé. Écoute, on va débriefer cette actualité aussi du côté vélo, du côté golf, qui a été très très riche ce week-end, avec le rugby également. On a enfin vu du rugby de qualité et pendant 80 minutes, on n'est pas habitués, nous les supporters de Clermont, mais on va en parler tout à l'heure. Et puis bien sûr, il y a Laurent Courtaliac à ma gauche, The King of Technique, sans quoi l'émission ne serait pas possible sans lui, donc merci à Laurent. Je voudrais aussi faire un petit coucou à Louis Rory McElroy Genillet, qui a préféré rester un petit peu plus dans le sud, mais bon, on lui fait un gros bisou. Et puis je voudrais aussi saluer le tennis club d'Ambert, le handball club d'Ambert et aussi le rugby club du Livradois. On a passé un très très bon moment avec eux. On est allé dans le studio d'Ambert. C'était vraiment très très chouette et des gens formidables. Alors Sophie, championne du monde de triathlon. Dans ma catégorie d'âge. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs catégories, donc en triathlon, amateur. Et donc moi, je suis passée dans la catégorie 60-64 l'année dernière. D'accord. Voilà, donc j'étais en début de catégorie. D'accord, donc tu es championne du monde de triathlon Ironman 73, hein, c'est ça ? Tu peux nous expliquer ? C'est ça. Mais en fait, le format Ironman, on va dire le format classique Ironman, c'est 3 km 8 de vélo, de natation, 180 km de vélo et un marathon. Et le Half Ironman que j'ai fait, c'est la moitié de tout ça. D'accord. C'est 1900 mètres de natation, 91 km de vélo et un semi-marathon, 21 km 100. Ouais, d'accord, donc moi je ne serai jamais champion du monde de triathlon. Fabrice, il faudrait peut-être le quart de ça ou... Non, mais parce que ça paraît vraiment impressionnant quand même. Comment on peut tenir sur des distances comme ça ? C'est hallucinant. Il faut de l'entraînement, j'imagine. Mais c'est quoi alors ton quotidien ? C'est quoi ta semaine, par exemple, type ? C'est quoi ? Déjà, je travaille 39 heures par semaine. Je suis dans le domaine de la santé. D'accord. Donc voilà, donc déjà je suis bien occupée dans ce cadre-là. Ensuite, je suis coach sportive et j'ai créé un club de sport, de fitness à Vichy. Donc en dehors de mes heures de travail, que ce soit entre midi et 2 ou le soir après le travail, je donne des cours de fitness. D'accord. Et après, le reste du temps, je m'entraîne. C'est le club de triathlon de Vichy, hein, j'imagine ? C'est Vichy Triathlon. Ok, Vichy Triathlon. Mais Vichy, c'est quand même une ville de sport, hein, parce qu'il y a la JAV. Enfin, je sais que le Sporting, là, le club de tennis, c'est assez costaud aussi. Oui, ils ont tout rénové, justement. Oui. J'ai vu que le rugby était premier en Fédéral 3, ils vont certainement remonter en Fédéral 2. Oui, c'est vraiment une ville de sport. La JAV est troisième. La JAV est troisième. Donc oui, on est... Et notre maire, Monsieur Aguilera, veut l'excellence sportive avec la rénovation du Crêpes aussi, où on a accueilli des sportifs de haut niveau. Il y a eu Léon Marchand qui est venu s'entraîner avec Florent Manodou. Voilà, il y a beaucoup de sportifs de haut niveau avant les Jeux Olympiques qui sont venus s'entraîner à Vichy. Mais il y a vraiment une histoire, après je te laisse la parole Max, mais il y a vraiment une histoire d'amour entre Vichy et le sport, parce qu'il y a eu l'INF Vichy, l'Institut National du Football qui était à Vichy, où Didier Christophe, Jean-Pierre Papin, entre autres, sont sortis. Le club de basket aussi a connu la Pro A pendant des années. C'était vraiment un très très bon club de basket. Et le rugby aussi, qui était en première division. Donc bon, ça c'est un peu plus vieux, mais ils étaient quand même en première division. Le club d'aviron aussi. Le club d'aviron aussi, ouais. Max ? Sophie, moi j'aimerais que tu nous racontes plus en détail cette fameuse course qui t'a permis d'être titrée donc championne du monde. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais prévu, qui s'est décidé plutôt en milieu de course, où tu as vu que potentiellement il y avait quelque chose de très bien à faire ? Comment tu as cheminé durant toute cette épreuve ? Alors, c'est sûr que j'y allais pour gagner. Ça déjà c'est une bonne devise, quoi, tu vois. Ouais. Voilà, c'est pas Pierre de Coubertin qu'on y va, c'est pour en découdre. Oui.
Mais c'était pas gagné d'avance parce que c'est les mondiaux. Il y a des Américaines, les Norvégiennes, les Allemandes, les Australiennes, les Croates. Voilà. C'est lesquelles les plus fortes d'ailleurs? Les Françaises. Ouais, non, mais à part Sophie. Ça, les Norvégiennes sont très fortes, les Allemandes aussi. D'accord. Oui, ils ont une méthode d'entraînement, les Norvégiens, qui n'est pas la même que la nôtre. Mais nous, moi, en ce qui me concerne, on a quand même un avantage, c'est qu'on a on est comment dire. Moi, en tout cas, la course, je l'ai vécue dans ma bulle et je me suis pas du tout occupée des autres. J'ai fait ma course. J'avais tout anticipé à l'avance, donc j'avais fait un bon repérage. Je savais ce que j'allais faire. J'ai pas été à l'aventure. J'avais tout calculé à l'avance. Mais je me suis pas occupé des autres, par contre. Ça, c'est très important, parce qu'on fait un coucou à Eric Basset, qui était venu nous voir, qui a fait la Diagonale des Fous. Du côté de la Réunion. Et justement, il nous expliquait que lui avait pas très bien préparé cette épreuve et que justement, il y avait une grosse part de préparation. Donc, dans des efforts tels qu'un Ironman, des courses comme ça, la préparation, elle est primordiale. Et justement, je pense que tu peux gagner une course, peut-être juste parce que tu es mieux préparé, tu es peut-être moins bon physiquement. C'est ça. Mais comme tu l'as préparé et tu sais les endroits où peut-être tu vas devoir mettre un coup de collier supplémentaire comparé à une autre personne, c'est ce qui peut t'amener peut-être vers la victoire. C'est ça. En fait, ce titre, c'était pas un hasard. Hein. Il s'inscrit vraiment dans une progression construite depuis quelques années. Alors moi, ça fait pas très longtemps que je fais du triathlon. Hein. Ça fait que j'entame ma 5e année de triathlon seulement. Puisque je viens de... Championne du monde au bout de 5 ans de triathlon, bravo, félicitations. Voilà. Parce qu'il y en a, ça fait 20 ans qu'ils en font. Bon, enfin bref. Celle qui est derrière moi, justement, l'américaine, Leslie Knibb, elle est coach de triathlon, ça fait 30 ans qu'elle fait du triathlon. Ah ouais. Ouais. Et c'est des personnes, là tu parlais des Norvégiennes, allemandes, américaines, elles sont professionnelles, est-ce qu'elles ont tout un boulot comme toi à côté? Je sais pas si elles ont un boulot, je sais pas du tout. Tu t'as jamais arrivé peut-être de discuter avec elles des fois rapidement? Non. On peut discuter ensemble. Hein, parce que savoir, c'est intéressant. Savoir que toi, si tu as quand même un job de 39 heures à côté, tu fais pas tous les jours de 8h à 20h de la course à pied, du vélo, etc. Donc pour preuve que ça se trouve, je le crois, hein, mais ton épreuve et en tout cas ce que tu as gagné est encore plus beau comparé à peut-être des athlètes qui sont coachs, qui font ça. Leslie Knibb, elle est coach de triathlon. C'est ça. Ouais, c'est et fort, sa fille, c'est Taylor Knibb. Elle est multiple championne du monde de triathlon et elle est pro. Ok. Et c'est sa mère qui la coach? C'est sa mère qui la coach. Ok. Bon, voilà. Et c'est devant elle que je suis. Et vraiment... Non, mais des fois, le sport, on sait très bien que c'est pas forcément une science exacte. On le voit sur peut-être des personnes qui ont des facilités. Sophie, tu es peut-être... je pense. La craque du... Non, mais 5 ans de triathlon, c'est quand même impressionnant, quoi. La championne du monde, hein. Après, il n'y a rien au-dessus, quoi. Je voulais te demander aussi cette bulle-là, parce qu'on en entend parler dans tous les sports, individuels notamment. C'est quoi se mettre dans sa bulle? C'est-à-dire faire vraiment abstraction des gens à côté? Plus rien, on regarde plus rien? Non. Plus rien du tout? Moi, j'y suis depuis 3 jours avant. 3 jours avant, il n'y a plus rien qui compte que ma course. Ah, c'est impressionnant, ça, hein? C'est ça. Même mon conjoint le sait. Hein. Il compte plus ton conjoint 3 jours avant? Non. On le salue. Ouais, bravo. Hein. Bravo le conjoint, parce que ça ne va pas être facile, ça. Hein. C'est pas facile à vivre, c'est vrai. Mais en fait, je suis tellement concentrée que le moindre... Et puis on est tellement à fleur de peau, en fait, que le moindre petit détail peut prendre des proportions. On est très sensible à ce moment-là. Parce que tu dis 3 jours avant, mais ta préparation, en fait, c'est combien de temps à peu près en amont? En fait, dès ma qualification à Marbella, en fait, l'année d'avant, j'ai été chercher la qualification pour les mondiaux à Marbella, déjà. Donc là, je suis arrivée 2e et ça m'a préparée déjà
à la course parce que j'ai repéré, j'ai vu ce que j'étais capable de faire, j'avais déjà mes temps et donc j'ai été qualifiée pour les mondiaux puisque j'étais deuxième. En fait, c'était les 2 premières qui arrivaient et qui étaient qualifiées. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, j'étais déjà dans la compétition. Et donc ça, c'est quoi le Marbella à quelle période? C'était 1 an avant. 1 an avant. Okay. C'était fin octobre 2024. Ok. Donc et là, voilà, c'était le 8 novembre 2025. Plus d'1 an à ce rythme-là, c'est quand même, donc quand ça même veut pas dire, au hasard quand même. Ça veut dire qu'à Marbella, tu as que 4 ans d'expérience triathlon en fait. Oui. Alors, c'est encore plus énorme quoi. C'est ça. Et avant, je suis allée à Lahti. Parce qu'en fait, quand j'ai commencé le triathlon, Lahti, c'était en Finlande. Okay. J'ai déjà été qualifiée. Pour les mondiaux en 2022. D'accord. Puisque je suis allée en Finlande et là, je suis arrivée 9e. D'accord. Et après, j'ai progressé, j'ai continué à progresser jusque là. C'est vraiment. Et Lahti en Finlande, c'est des températures. C'est à quel moment de l'année C'était au mois d'août. D'accord. Donc c'était au mois d'août et on avait. C'était l'époque où on avait 20-21 degrés à Lahti. Et vous ici, vous étiez en train de cuire parce qu'il y avait 40 degrés. Et je me rappelle, moi je regardais mes copains qui faisaient l'Ironman de Vichy tout à fait. À cette époque. C'est vrai qu'ils faisaient et ils ont souffert, mais ils ont souffert, terrible. À partir de quelle température un triathlète souffre vraiment? Là, à partir de 30-35? Ah ouais. Ouais. Il existe des Ironman du côté de Dubaï ou des Émirats Oui. Ça doit être, ça doit être atroce à faire. 50. Au niveau, je voulais parler bien sûr de l'alimentation parce que c'est hyper important. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'alimentes, je sais pas moi, une semaine avant, 15 jours avant, la veille? Est-ce que il y a des choses spécifiques ou pas du tout, ou tu manges normalement? Alors moi je mange normalement. Bon, déjà. Qu'est-ce qui est normalement? Voilà. Des pâtes. Parce que moi, si tu me dis je mange normalement, moi, il y a du beefsteak dedans, il y a un peu de... Pas sûr que la plancha soit ton allié, Sophie, avant une compétition, mais bon. Non. La semaine avant, j'évite tout ce qui est fruits, légumes crus. Je privilégie tout ce qui est cuit. Ça sera, plutôt que des pommes, ça sera des compotes. Les légumes, c'est pareil. Il faudra qu'ils soient cuits, bien cuits, pour éviter justement d'avoir trop de... faut éviter, en fait, pour une compétition comme ça, il faut éviter les matières fécales et éviter l'aérophagie, la colopathie spasmodique, tout ça, tout ce qui peut faire gonfler le ventre, en fait. Voilà. Donc, on évite les graisses. Donc on mange très, très soft, ça va être des pâtes la veille. Et puis c'est tout. Pas de gruyère, pas de beurre, c'est pas très fun. Parce que le championnat du monde, il a démarré à quelle heure? Alors, on devait plonger à 8h. Enfin, moi, je devais plonger à 8h. Et finalement, ils ont pris du retard. Et on a poireauté sur la plage un bon moment et j'ai dû plonger à 8h30, 9h moins le quart. Et je me rappelle que je faisais du yoga sur la plage avant le départ de natation en combinaison. Je faisais du yoga, je courais pour essayer de garder... est-ce que ça contrarie d'être chaud, d'être bien échauffé. Ouais. Donc je faisais des petites accélérations dans le sable. Après, je faisais un peu de mobilité articulaire. Et j'essayais de rester dans la course au départ. Ouais, c'était un peu chaud. Parce que moi, j'y étais depuis 7h du matin sur la plage et j'ai été déposer mon vélo. Enfin bon, après, si vous voulez les détails de la course... on va en parler. Moi, je voulais justement, juste avant qu'on parle peut-être des détails, mais savoir, après un titre comme ça, justement, quel est ton objectif principal ou est-ce que tu arrives à te motiver en disant c'est quoi? C'est d'en regarder un autre ou alors peut-être de basculer sur une autre discipline, faire, comme on en a un peu parlé, faire des trails comme ça, comme peut être la Diagonale des Fous, des choses comme ça qui sont plus des épreuves sur le long terme ou rester sur l'Ironman? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est la question. Ok.
actuelle? Non, j'ai répondu, mais j'ai eu du mal. Parce que c'est vrai que quand vous atteignez le top, et ben après, vous savez plus quoi faire. Donc j'avais le choix, c'était soit je passais sur un format plus long, donc je doublais la distance, ce qui m'aurait bien plu, hein, parce que je me disais ça serait un nouveau challenge pour moi et ça serait cool de le faire. Mais au niveau timing, avec le boulot, je pouvais pas passer 6 heures sur la selle de vélo, c'est pas possible. Ouais, c'est compliqué. J'ai pas le temps. Donc non. Et après, je me suis dit, je vais essayer de remettre mon titre en jeu. Et donc, voilà, c'est ce que je vais faire cette année. En fait, je vais essayer donc j'ai écrit à la Fédé pour savoir si je pouvais intégrer le Club France. Donc, ils ont accepté. Donc là, je fais partie du Club France. Donc, je vais pouvoir concourir pour le championnat de France, le championnat d'Europe et le championnat du monde ITU. Et aussi pour les mondiaux du Alpha Ironman, donc pour aller défendre mon titre. Après, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je suis en train de voir le championnat du monde ITU qui est 15 jours après l'Ironman. Je verrai si je le fais parce que... C'est quoi ITU ? C'est une fédération, non ? C'est quoi ? C'est le championnat du monde de la fédération. Ah, ok. Oui, d'accord, ok. D'accord, ok. Donc, garder ton titre, c'est... Voilà, essayer de garder mon titre. Tu vas le garder, ton titre, ou pas ? J'espère bien. Ouais ? J'espère bien, oui, j'y vais pour ça, hein, d'ailleurs. Hein. Mais t'en es convaincu ou tu penses avoir des petits soucis d'adversaires qui vont essayer de te mordre ? Il y en a une qui va rentrer dans la catégorie, là, la Suissesse. Elle va peut-être rentrer dans la catégorie, mais elle était derrière moi à Venise, donc... le problème, c'est que là, tu peux plus trop te cacher, quoi, finalement. Non. Avant un titre, non, c'est la favorite. Hein. Voilà, avant un titre, on peut dire qu'il n'y a pas forcément de favori. Après, si la championne remet son titre en jeu, c'est toujours compliqué. C'est pour ça que j'ai employé le verbe mordre, parce que c'est vraiment le cas, quoi. La Suissesse, notamment, elle va avoir les dents là, qui vont rayer le goudron. Puis en plus, j'en profite, je fais un coucou à un ami, Valfroid Pilorget, qui fait des Ironman et des triathlons. On lui fait un coucou, ouais. Qui m'a expliqué qu'effectivement, quand on n'est pas préparé, notamment dans la natation, on se fait tirer les pieds, on se fait tirer les bras sur la partie nage, et qu'en fait, il faut vraiment être préparé. Et quand on l'a jamais fait, c'est très surprenant. On peut même paniquer. C'est vrai qu'on est dans un espèce d'amas de personnes au milieu de l'eau. Et donc, franchement, c'est un peu la guerre pour se trouver, pour sortir en tête. Donc, surtout au passage de bouée. Ouais, c'est ça. Ouais, parce que en fait, l'espace est très petit, en fait. Donc, c'est pas facile. C'est réduit, et puis tout le monde s'excite au passage des bouées. Et donc là, oui, toi, ça va, peut... tu as réussi à les gérer. Si tu les passes en tête, forcément, c'est plus simple. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est mieux. C'est mieux. Et puis, il faut pas être agoraphobe pour faire... parce qu'avec la foule, il y en a qui pourraient pas. Il y en a qui ont peur de la foule. C'est ça. Oui. D'où l'intérêt de rester concentré et de faire sa course, en fait, pas de chercher les autres. Après, il y en a beaucoup qui nagent dans les pieds. Ouais. Moi, ça, je le fais pas parce que je suis assez indépendante et solitaire dans mes compètes et je veux pas qu'on me dérange. Donc, j'ai tendance à me dégager des autres et à faire cavalier seul. Tout le temps. De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Sophie Carlaouezo, championne du monde de triathlon, et de Maxime Secalo, mon fidèle chroniqueur. Bon, on a vu quand même du vrai rugby là, cette fois. Tout à fait. L'UBB. Alors, ce soir, je suis supporter officiel de l'Union Bordeaux-Bègles. Je quitte la SM Clermont-Auvergne que je supporte depuis 45 ans. Non, mais plus sérieusement, c'est vrai que Bordeaux-Toulouse, c'est régalé. C'est le summum du rugby. Non seulement c'est le summum du rugby français, mais du rugby européen. Je ne suis pas le seul à le dire. Donc je crois que ça va être la finale de top 14 aussi, à mon avis. Parce que si Bordeaux gagne à La Rochelle ce week-end, ils vont être deuxième. Ouais, et puis de toute façon, vu que je pense que Toulouse a été quand même un peu vexé dans son orgueil avec la défaite en Champions Cup. Donc pour le coup, s'ils peuvent essayer de recroiser Bordeaux en finale et gagner, je pense qu'ils ne seront pas priés. C'est vrai que grosse équipe de Bordeaux, on l'avait vu déjà la semaine dernière. Ouais. Donc on se disait que ce match de dimanche allait être une sacrée affiche.
Je pense que les Toulousains, ils ont payé très cher leur indiscipline. Hein. Ils ont leur carton rouge de 20 minutes. Puis il y moi, a Dupont qui prend un jaune. Ouais, aussi. puis tu vois, Max, il n'y a pas que ça, parce qu'ils ont dominé les 25 premières minutes. Moi, je pense que c'est là où ils perdent le match, Toulouse. Parce que j'ai regardé le résumé hier soir, et au bout de 23 minutes, il y a 0-0, alors qu'ils ont passé 90% du temps dans les 22 de Bordeaux. Puis ils ont claquent pas un drop. En plus, ils avaient une pénalité tentable, ils ne la prennent pas. Ça, c'est vraiment un mal dans le rugby, moi, je trouve. Il y a Ramos qui a laissé quelques points en route aussi. Ouais, c'est rare. Et la transfo, elle est à 20 mètres. C'est ça. Rare, hein. Donc, il y avait de la tension quand même, il y avait une certaine tension. Ça prouve que le Stade Toulousain est humain, Fabrice. Ouais, parce que j'avais des doutes à un moment donné, mais c'est vrai que Thomas Ramos, il est humain, et le Stade Toulousain. Mais après, l'UBB a été très clinique, hein, on l'a vu, et ils ont eu des rentrées aussi, un banc. On a Big Ben Tameifuna, qui fait une entrée, qui met un essai, qui renverse tout sur son passage. Ouais, il a été énorme. Il a été énorme, vraiment. En même temps, il fait 145 kilos, donc ça aide pour tout renverser. Hein. Ouais, des fous. Mais regarde. Mais il est bon dans le jeu. Il est bon, il est mobile. Au grattage, il est très présent. Ouais. Et des fois, c'est des piliers comme ça, très lourds, qui justement, la mobilité, c'est pas leur force. C'est ça. Et lui, c'est vrai franchement, il a mis aussi l'UBB dans le bon sens. Ouais. Grosse pénurie par contre de centres pour Bordeaux pour la fin de compétition en top 14 et en Champions Cup. On a Damien Penaud qui n'est pas revenu sur le terrain après justement le carton rouge d'Aldeguerri. Bah ouais, non, mais là, j'espère qu'il va être cité, Aldeguerri. Hein. Il devrait prendre au moins 3 ou 4 matchs. Hein. C'est vrai que l'action est pas belle. belle. Il veut lui faire mal. Et on a, il y avait déjà deux porteurs qui étaient blessés. Il y a Jorsé Vandresburg. Ouais. Qui s'est blessé, donc c'est vrai que là ça va être compliqué, ça commence à coincer un peu. Ça va être compliqué. Par contre, j'ai bien pensé à Fabien Galtier hier soir, et je me disais que la charnière d'équipe de France maintenant c'est Lucu Jalibert, hein, c'est plus du point de Tamac, parce qu'en deuxième mi-temps ils les ont bouffés, mais de A à Z. Quoi. Ouais, et puis Max Lucu, honnêtement, Antoine c'est vrai Dupont, que... il n'est pas dans son assiette. Hein. Ouais, écoute... c'est l'ex-Miss France, ça, il faut qu'il arrête avec. Ouais, je pense qu'il a eu du mal à... Il n'est pas encore à 100% de ses capacités. Hein. C'est vrai que la blessure qu'il a eue, c'est une des pires blessures pour tout sportif. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc c'est compliqué. Ouais. Après, je pense que pour le coup, Jalibert et Ntamak, il n'y a pas de discussion. Parce que vraiment, Jalibert marche sur l'eau, encore un jeu au pied. Il est incroyable. Non, franchement, il est incroyable. Franchement, c'est très beau. Et ça me fait un peu mal de dire ça, Fabrice, mais coup de chapeau RCT. Hein. Qui a gagné à Glasgow, qui se qualifie en demi-finale de Coupe d'Europe. Je pense que si tu avais dit ça à Pierre Mignoni il y a 2-3 mois, il n'y aurait pas cru. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai regardé le match, et franchement, ils ont fait un match énorme. Non, ils ont fait un match énorme, et puis ça reste tu vois, ouvert. Maintenant, quand tu es en demi-finale, il ne reste plus que 2, hein, donc pourquoi pas. Et c'est vrai que quand tu gagner au Leinster, hein. Bon, à Dublin, ça va pas être facile. Ça sera compliqué, mais bon, après, t'as rien à perdre sur un match. Par contre, ça peut sauver la saison. C'est vrai qu'un beau parcours, si jamais tu vas pas au bout, c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'au vu de leur performance en top 14, qui sont quand même un peu pas au mieux. J'ai regardé le classement, c'est pas fini parce qu'ils vont à Montauban. Ouais, bien sûr. Et puis, donc, je crois que faire 5 points. Entre, en gros, nous qui sommes 6e, 6-7e et là, 12e place. Ouais, c'est carrément jouable. Il y a, je crois, 8 points. Donc, en fait, 8 points avec un match bonifié à 5 points, ça va vite. Hein. Ouais. Donc, à voir. Mais bon, en tout cas, beau parcours des clubs français en Champions Cup, ça fait plaisir. Ouais, ça fait super plaisir. Comme quoi, le rugby français est au top. Sophie, est-ce qu'il y a beaucoup de... Alors, peut-être que tu connais pas la réponse, mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Est-ce qu'il y a beaucoup de rugbymen ou de rugbywomen au triathlon ? Est-ce que toi, t'en connais ou pas du tout ? Est-ce que tu penses que c'est un sport, le triathlon, qui est fait pour ce genre ? Enfin, je pense aux hommes notamment qui sont très costauds et qui sont... Oui, t'as des infos ? Oui, je crois qu'il y a des rugbymen qui font du triathlon. Et pourtant, la morphologie d'un rugbyman, c'est vraiment une grosse morphologie, hein, la morphologie d'un rugbyman. Pourtant... Ouais, autant en natation, je pense que ça peut le faire. En course à pied, c'est vrai qu'après, sur un vélo... c'est peut-être pas les plus aérodynamiques, mais... Ouais. Mais Tameifuna, dès qu'il va plonger, je pense... Ouais, non, puis on l'avait vu, il y a eu un essai de Mathieu Bastaro
il me semble, sur quelques secteurs pavés de Paris-Roubaix, avec Lilian Calmejane l'an dernier. Ah oui, il avait fait du vélo, ouais. Et c'est vrai que on se dit que sur le pavé, il va falloir que le tubeless il soit bien solide, quoi. Ça avait été dur, parce qu'il fait 130 kilos, et donc le vélo, il a souffert, je pense. Hein. Il a souffert. Mais il y a quelques sportifs qui essayent. Là, on parle, ça c'est que le marathon, mais il y avait le marathon de Paris ce week-end. Il y a Nasser Bouhanni, ancien cycliste, donc pour lui, le physique, mais pas un physique de rugbyman, mais j'ai vu qui a fait le marathon. Il y a les Manodou qui l'ont fait aussi. Mais les cyclistes, c'est différent, parce que ils n'ont pas. Regarde Laurent Jalabert en marathon, il est vraiment exceptionnel. Il a été champion du monde d'ailleurs de marathon. Ouais, je crois, dans sa catégorie, c'est ça. Un cycliste, il fait 60 kilos, quoi. Ouais. Non, mais c'est sûr que je pense que c'est pas la meilleure reconversion possible. Vaut mieux peut-être un bar à tapas pour un rugbyman. Je pense que ce sera plus performant, quoi, tu vois. En général, ils sont plus performants, non, mais ça c'est vrai. Ou représentants dans une marque de whisky que je ne citerai pas ici. Parce que si tu vas du côté de la côte basque, je peux te dire que normalement, un bar sur deux, c'est un ancien rugbyman. C'est vrai, exactement. Mais c'est ça. Mais ils connaissent beaucoup de monde. Sophie, si tu devais faire un sport l'année prochaine, tu dis allez, j'arrête le triathlon. Je veux faire un sport collectif ou individuel. Tu ferais quoi comme sport là? J'aime bien le trail. Ouais. Mais à part la course? À part la course? Tennis, non? Tennis, j'en ai fait étant plus jeune, oui. J'aime bien le tennis. Ouais, pourquoi pas. J'aime bien le basket aussi. Tu vois, donc sport collectif. Parce qu'il y a pas mal de sportifs. Je pensais à un Jimmy Gressier qui a été champion du monde de 10 000, qui a dit que qui a fait le marathon de Paris d'ailleurs. Il a dit que sa prochaine échéance, ça serait de gagner un marathon. Et il y a pas mal de sportifs. On a vu Émilien Jacquelin en vélo, qui était en biathlon, donc champion olympique, etc., qui se lance là en vélo, qui a rejoint la team Décathlon CMA-CGM. Donc pour le coup, de plus en plus, je trouve que tu as beaucoup de sportifs qui sortent de leur discipline. Ça me fait penser qu'il y avait Usain Bolt qui voulait jouer à Manchester United parce que c'est son club préféré. Il s'était entraîné avec le Borussia Dortmund à l'époque. Ouais, mais il était un peu léger techniquement, mais par contre, niveau vitesse... Ouais, c'est ça. Si tu le débordes, à mon avis, dans le couloir latéral, tu le retrouves pas, à mon avis, c'est sûr. Il court à 45 km/h, je crois, lui, Usain Bolt. C'est ça. Et Biel-Biarré, combien? 38, 39? Ouais, on a vu que Biel-Biarré avait battu Christophe Lemaître sur 100 mètres. Sur terrain avec des crampons, sachant que Christophe Lemaître a passé son apogée, je pense. Oui, non, Christophe Lemaître, il court plus. Juste pour ça prouve que Biel-Biarré, pour le coup, lui, alors je pense qu'il fera pas une reconversion, parce que je pense qu'on a là un des plus grands joueurs de rugby des prochaines années. Ouais. S'il continue comme ça, je pense qu'il peut vraiment battre pas mal de records, et pas que de vitesse. Mais effectivement, là, très grand joueur, qui a bien aidé l'UBB encore ce week-end. Ouais. Sophie, je sais que tu as été à la JAV il n'y a pas longtemps. Pourquoi exactement? Dis-moi. Eh bien, parce que la JAV met à l'honneur les champions du territoire. C'est bien ça. Oui, c'est super, vraiment. Il y a certains clubs clermontois qui devraient faire la même chose. Bon, enfin bref. Et donc, ils m'ont contacté pour la 2e année, d'ailleurs, puisque l'année dernière, j'étais aussi. Et voilà, donc ils ont fait... on a pu faire la haie d'honneur à l'entrée des joueurs sur le parquet. Et puis ensuite, à la mi-temps, ils nous ont mis à l'honneur. Ils ont dit un petit peu ce qu'on avait fait. Et puis après, à la fin, ils nous ont permis, avec les joueurs, d'aller voir le public. Voilà, donc c'est très, très sympa. Et en plus, ils ont offert des places à notre staff proche. Et ils nous ont donné des places préférentielles, avec un tarif préférentiel pour les gens qu'on veut inviter. Donc ça, c'était vraiment très cool. Ouais, c'est sûr que c'est très sympa. Après, la SM, ça le fait très très peu, la SM Clermont-Auvergne. Le Clermont Foot, de temps en temps, je crois. Il y a des coups d'envoi avec les partenaires, il y a peut-être des associations. Mais c'est vrai que ce serait bien. Le handball de Cournon, je salue son président Cyril Fauché, qui est un ami, le fait souvent par contre, et ça c'est... Mais bon, voilà, c'est notre mentalité. Quand on a Lucas Armand au partenariat, tu vois, ça aide Fabrice. Ouais, exactement, et puis ça aide un peu à retrouver l'humilité, quoi, pas comme certains, bon... De retour sur le Gosse FM, toujours en compagnie de Sophie Carlaouezo et de Maxime Secalo. Il paraît que le stade Vélodrome à Marseille va changer de nom. Ils vont l'appeler le stade Victor Hugo. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne sais pas d'où tu tiens ta source, Fabrice. C'est peut-être parce que Les Misérables jouent dessus. Mais... Ton amour de la littérature, mais alors ça n'a rien à voir avec le football. J'ai pas connu Victor Hugo, parce que... C'est vrai. Ouais, tu dis souvent que je suis vieux, mais enfin, quand même, il ne faut pas exagérer. C'est vrai.
Mais en tout cas, ouais, il va changer de nom. Apparemment, il s'appellerait le CMA CGM Vélodrome. Ouais, très facile à retenir. Eu égard avec le sponsor maillot actuel et qui serait un peu plus logique qu'Orange finalement parce que Marseille, gros port de marchandises et de fret. Ouais. Et donc Orange bascule avec le nouveau président. Donc Stéphane Richard qui devient président, qui a été nommé donc le week-end qui va amener dernier. des titres, parce que c'est ça en fait l'essentiel, c'est qu'il faut qu'il amène des titres. Hein. Écoute, qu'il amène déjà un beau projet sportif, qu'il amène un bel encadrement et puis une belle cohésion. Parce que c'est vrai que les supporters avec un bon entraîneur aussi. Parce ce changement de logo, Fabrice, qui est officiel, on en parlait. Ah, c'est officiel ça? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il est moche ce logo. Ça a été annoncé en même temps que le président. Qu'est-ce qu'il est Donc là, il y a même une pétition qui est en train d'être signée pour. Heureusement que le président est plus beau que le logo, parce que bonjour. Parce que les Phocéens refusent ce logo qui est entre le Werder de Brême et Volkswagen, tu vois. Ouais, ça craint. Non, c'est compliqué. En plus, là, tu as quand même une identité forte de Marseille. Donc écoute. On va voir tout ça. Ok, et puis je rappelle que Philippe Montagnier reste le meilleur entraîneur de la planète football, parce que Saint-Etienne a explosé Dunkerque 2-1. Bon, en parlant de Ligue 2, Clermont Foot n'a pas su gagner contre Nancy, mais c'est une maladie. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont? Ouais, c'est en plus très compliqué parce que... Faudrait qu'ils prennent Sophie comme préparatrice mentale, et ça changerait beaucoup de choses. Peut-être qu'ils se mettent au yoga ou au pilates, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses d'ailleurs, Sophie, toi, le Clermont Foot de la préparation mentale? Ouais, parce qu'ils n'arrivent pas à gagner un match. Ils mènent, mais à chaque fois, chez eux, là, soit ils perdent 1-0, ou ils se font reprendre. Ils ont du mal à tenir le score, en fait. Ouais, c'est dans la tête, ça, non? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ces sportifs qui sont des bons sportifs, mais malheureusement qui n'arrivent pas à tenir un résultat, qui ont la tête basse. Revoir un petit peu le coaching. C'est comme un triathlète par exemple qui est très très fort mais qui finit toujours 3e, 4e, 5e, qui n'arrive pas. Ça peut être ça, le mental c'est énorme. Hein. Parler de l'ASM, Fabrice aussi. Le mental, oui, parce que s'ils ont le physique, effectivement, le mental, la stratégie aussi. Hein. Ça fait combien de pourcentage à ton avis le mental chez un athlète? 50%, 70%, un peu moins? Moi, je dis que c'est au moins 60%. Au moins 60%? Ah, oui, ouais. 70-30. C'est énorme. Eu égard à Ironman 73, tu vois. Bravo Maxime. Non, mais c'est bien vu. Ouais. Ah ouais, c'est toutes énorme, les radios de France et de Navarre nous l'arrachent, essayent de nous l'arracher. Mais... On a vu des athlètes qui étaient blessés et qui finissent juste par le mental. C'est dingue ça. C'est énorme le mental. Ouais. On peut passer au-dessus de la douleur physique. Ligue 1 rapidement, Max. Rapidement, et puis après, on parlera vélo. Tout reste encore jouable pour à peu près tous les clubs de haut de tableau. On a Lyon et Rennes qui sont toujours en vie pour les places européennes. Oh là là, ça va me faire passer une mauvaise soirée. Ça. Ouais, désolé Fabrice. On a Marseille qui s'en sort péniblement face à la lanterne rouge Metz. Là, j'avoue que qui va descendre. Ouais, c'est compliqué. T'as regardé le match? Ouais, j'ai regardé. J'ai regardé aussi Monaco PFC. Ouais, ils en ont pris une belle, 4-1. Ouais, c'est ça, donc le PFC, honnêtement, qui fait une très belle saison. Bon, ils jouent pas encore les premiers rôles de Ligue 1, mais je pense que l'année prochaine, je fais confiance à la Galaxy Red Bull et Bernard Arnault pour faire ce qu'il faut en termes de recrutement. Jürgen Klopp va venir, je pense. C'est ça. Et Lens, qui... j'aimerais qu'il gagne la Coupe de France pour libérer une place européenne. Ouais. Ce qui pourrait arranger les Rennais, les Marseillais, etc. Puis rapidement sur la Ligue des Champions avec un dernier carré... Paris-Munich et Atlético Arsenal, pour moi c'est ce que je vois. Il y a Deva Padou sur l'équipe là qui a dit que Paris allait aller au bout encore cette année. Alors c'est compliqué parce que pour les supporters parisiens, je pense qu'il aurait mieux fait de rencontrer le Bayern en finale plus qu'en demi. Mais bon, il faut gagner tout le monde pour être champion, Fabrice, tu sais bien. Ouais, puis le tableau il est là, donc tu joues le Bayern en demi, faudra leur marcher dessus. Mais je pense que pour le coup, s'ils tapent le Bayern, que ça soit l'Atlético ou Arsenal, je pense qu'après ça sera presque une formalité. Quoi. Moi je préférerais là, quand même Arsenal pour Paris, parce que l'Atlético c'est dur. Hein. Ouais, et puis on voit bien que ça joue au ballon. Ils sont pas tous les ans et c'est des clubs un peu comme ça, espagnols, qui vendent chèrement leur peau. Ouais, c'est vrai. Mais ça va être sympa, Vélo. Et puis après, on. Page vélo, écoute, 2 grosses semaines, et 2 gros week-ends qui viennent de s'achever là avec. J'avais une question avant que tu commences pour te perturber Fabrice. un peu. Donc, on dit que quand Pogacar gagne, il est forcément dopé. Il y a plein de gens. Et alors, Wout van Aert? Wout van Aert, je pense que pour le coup, ça s'est joué à l'émotion. Ah, donc il n'est pas dopé, lui? C'est un Flandrien, c'est un mec qui range son frein depuis des années,
qui, je pense, est rentré dans la tête de Pogačar parce que je te rappelle qu'il lui a fait la roue rue Le Pic au dernier Tour de France. Sur la dernière étape. Ouais, je m'en souviens. Donc mais il est costaud. Ouais, je pense que ça a joué sur le vélodrome de Roubaix. Et vraiment, c'est un cycliste quand même du Romal qui a plein de fois connu le podium sans la plus haute marche. Donc, c'est un coureur classique en plus. C'est ça, et honnêtement, c'est tout mérité. Pour le spectacle, c'est aussi bien puisque Pogačar reviendra l'année prochaine. S'il l'avait gagné, je pense qu'il serait pas revenu. Ouais. Donc voilà, c'est très bien pour Van Der Poel, c'est pas une bonne saison, je trouve. Hein. C'est pas une bonne saison. Après là, Paris-Roubaix, on l'a dit les semaines avant, c'est une course qui est tellement aléatoire. On le voit là, il y a 2 crevaisons, il crève dans l'entrée de la Trouée d'Arambert, qui est un des plus durs secteurs pavés. Ouais. C'est compliqué. On voit Pogačar qui repart avec un vélo de l'assistance neutre. Ouais. C'est vraiment une course qui est imprévisible et t'as beau faire tous les plans possibles, tu peux pas la prévoir. Ouais. Donc dommage pour Pogačar qui aurait pu essayer de glaner les 5 monuments en une saison. Donc c'est compliqué pour lui. Les 5 monuments, on rappelle, Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie. Dommage pour lui. Il accrochera pas ce record. Je l'ai vu déposer Van Der Poel là, dans le Tour des Flandres. Impressionnant. Dans le Quatermont. Puis en plus, il y avait quand même Remco Evenepoel, il y avait quand même les 4 fantastiques qui étaient présents. Il est en dessous pour moi, Remco, je trouve. Remco est en dessous. Après, quand tu vois ces monstres physiques qui sont Van Der Poel, qui déploient des watts monstres, et puis Pogačar qui, lui, maintenant se dit coureur de classique alors qu'au départ, il était plus coureur de grand tour. Ouais. Donc, il reste encore quelques beaux jours de cyclisme devant nous. Et rapidement, sur le Tour du Pays Basque, rapidement. Paul Sexas, le français Fabrice, exceptionnel, qui gagne une course en World Tour. C'était pas arrivé depuis 2007. On en reparlera la prochaine Moreau, fois. Donc franchement, là aussi, on a un beau français pour les prochaines années. On en reparlera la prochaine fois plus complètement. Alors Sophie, c'est quoi tes qualités cycliste dans un premier temps? Tu vois, on vient de parler de vélo. Quelles sont tes qualités? On sait même pas sa discipline préférée. Oui, déjà, et d'une. C'est quoi ta course à pied. Ah bah voilà. Bon. Alors c'est quoi tes qualités en course à pied? Mes qualités en course à pied, eh bien, c'est la gestion de course. Est-ce que tu cours au même kilomètre-heure tout le temps? Non. Est-ce que des fois tu lèves un peu le pied? Est-ce que c'est pour ça que je te parlais tout à l'heure de la bulle? En fait, moi des fois j'ai du mal à comprendre parce que tu peux peut-être lever le pied si tu vois la personne qui est deuxième mais qui est déjà plus de 100 mètres derrière toi, par exemple. Est-ce que tu t'en soucies pas quand tu cours ou tu restes toujours concentré, focus? Non, moi en général, je gère ma course focus, comme je l'ai décidé en fait. C'est-à-dire que en général, je fais toujours les 10-12 premiers kilomètres à 80% de ma fréquence cardiaque maximale théorique. Ouais. Donc je surveille et ensuite j'accélère. C'est quoi ta fréquence cardiaque maximale? Maximale? Ouais. Eh bien, je suis à 161 de pulsation, de BPM. D'accord. Quand je cours à 80%. Et ensuite, je monte à 168 à 85% et je finis la course à fond. Petite question technique, mais est-ce que du coup la montre, on voit que maintenant chaque athlète, triathlète et même beaucoup d'autres athlètes ont des montres connectées. Tu parles de comment savoir à 80%, etc. Tu le sens physiquement ou alors forcément la montre, sans ta montre, t'es un peu perdu? Non, alors moi je suis à la sensation. Ok. La plupart du temps, je regarde ni mon Garmin, d'ailleurs je l'oublie la plupart du temps sur le vélo, ni ma montre quand je cours. C'est vraiment à la sensation. On a tellement l'habitude en entraînement de se connaître. T'arrives à savoir toi que tu as 80%, que t'en as encore sous le pied. Oui, ok. Ouais, c'est vraiment la sensation. C'est la marque des champions, ça, Fabrice. Hein. C'est ça. Non, parce que franchement, savoir quelle est ta limite, des fois, dans l'euphorie d'une course, tu peux te dire, bon, allez, je donne un peu plus, je donne un peu moins. Ah ben non, justement. Bon, bravo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sophie, pour les semaines qui viennent? Eh bien, de... Garder ton titre. Garder mon titre, ça c'est sûr. De continuer à prendre du plaisir pendant la course, parce que c'est vraiment ça, l'essentiel. J'espère que j'aurai un petit peu donné envie à certaines femmes de mon âge de se mettre au sport. Je voudrais leur dire que j'ai commencé avec rien, je connaissais rien au triathlon
que je savais même pas mettre des cales de vélo, que je n'aimais pas le vélo de route. J'aimais le VTT, mais pas le vélo de route. Que je savais à peine nager. Ah, c'est fou ça. Et la seule chose que je savais faire, c'était vraiment courir. Ouais. Donc je voudrais vraiment leur dire, j'ai eu très peur aussi quand j'ai commencé mon premier triathlon S, petite distance. Je me rappelle, les inscriptions étaient jusqu'au jeudi à 14h, c'était à Vichy, et c'était mon club qui l'organisait, et du coup, j'ai attendu -2 avant de cliquer sur le bouton OK, je m'inscris, parce que mon coach de l'époque m'a dit, allez, à un moment donné, il faut te lancer, vas-y. Et je l'ai fait. Et je me rappelle que j'ai fini la course à pied un petit peu dans la douleur. Jean-Pascal m'a attendu et m'a amené à la ligne d'arrivée on est arrivés tous les deux main dans la main. Mais j'ai commencé cette course, oui, je ne savais pas mettre les cales, je ne savais pas mettre le vélo sur le parc à vélo, je ne savais pas faire des transitions, rien. Bon, bah, c'est plein d'espoir, hein, en tout cas. Plein d'espoir pour les femmes. Et lancez-vous, osez, et peut-être qu'un jour, vous y arriverez aussi. Ok, on va terminer l'émission sur cette bonne parole. Donc lancez-vous. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, Instagram, LinkedIn, et bien sûr sur Spotify pour l'ami Maxime. Allez, amis sportifs, à mardi prochain. Bonne soirée, au revoir. Avec un S à sport. Logos FM.